à l'impôt. Ce qui fait que les califes d'Orient reprochaient aux gouverneurs du Maghreb de ne pas envoyer l'impôt. Il dit, mais je ne peux pas lever l'impôt puisqu'ils sont musulmans, je ne peux pas lever l'impôt sur les musulmans. Donc, les gouverneurs ont assujetti également les berbères du nord du Maroc à l'impôt. Tout le soulèvement berbère des années 900 qui a chassé les Arabes de la région. Vous voyez, au Sahel, pendant toute une période, l'islam va être, si vous le voulez, ne va pas être imposé. Parce que imposer l'islam, ça veut dire de ne plus pouvoir vendre les populations en esclavage. Oh là 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 là. Les Berbères n'ont pas chassé les Arabes. Les Berbères ont chassé les Arabes. Les Berbères n'ont pas chassé les Arabes pour les raisons qu'il dit. Les Berbères ont chassé les Arabes pour protéger leur culture. C'est pour protéger leur culture. Leur culture. C'est hallucinant. Et vous voyez comment un blanc, et vous voyez tout ce qu'il est en train de raconter là, ce gars-là. Les blancs qui l'écoutent avalent à 1000% ce qu'il raconte. À 1000%. Les noirs réduits à l'islam avalent à 1000% ce qu'il raconte. Depuis quand en islam un noir est considéré comme un être humain à part entière? Depuis quand en islam un noir est considéré comme un être humain à part entière? Est-ce qu'aujourd'hui un noir qui est converti à l'islam le met à l'abri au Moyen-Orient ou au Maghreb? Pas du tout. C'est hallucinant ce qu'il raconte. Moi, je suis choqué. Eh ben, vous voyez comment c'est avec ce genre de discours. Vous voyez? C'est ce genre de discours qui est repris par les Alain Foka, par les Franklin, Ouah Poubelle, Ouah Ordure, Ouah la Gamelle, Ouah tout ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va endoctriner des gens qui ne vérifient rien. Voilà. Et vous avez des cons comme Ousmane qui vont vous expliquer que l'islam n'a rien à voir avec les Arabes. Bah oui. C'est pour ça que tu pries en arabe, mon gars. Oh putain. Je sais pas pourquoi les Noirs sont cons comme ça. Moi, je comprends pas. Si l'islam n'a rien à voir avec les Arabes, pourquoi Allah a dit que c'est la langue arabe qui devait être utilisée pour les prières? Non mais regardez-moi le niveau des mecs. Mais faut monter, Ousmane, je t'ai envoyé une invitation. Je veux dire, les gars. Putain. Je veux dire, si l'islam n'a rien à voir avec les Arabes, pourquoi Allah vous oblige à prier en langue arabe? Pourquoi vous avez célébré la langue arabe en Guinée il y a une semaine? Pourquoi vous n'avez pas célébré votre propre langue? Si l'islam n'a rien à voir avec les Arabes, pourquoi vous, noirs musulmans, vous célébrez la langue arabe? Franchement, c'est incroyable. J'hésite à te faire monter, mais tu crois que tu impressionnes qui, là? Il est marrant, lui. Déjà, tu hésites, ça s'écrit avec un S. Hésite, c'est avec un S quand on dit tu hésites. Non, c'est comme ça, parce que la dernière fois, tu m'avais dit, je prends ta tête. Tu me dis, j'hésite, toi. Ah non, mais moi, tu n'as même pas fait ta demande, tu dis que j'hésite à te faire monter. Non, non, je rigolais, c'est la fois de la dernière fois. Tu avais dit, toi, j'hésite à te faire monter, tu vas me prendre la tête. C'est ça que tu m'avais dit, ça m'a fait rire. Ah oui, oui, je te connais, parce que en fait, le truc c'est que tu étais victime de la maladie dont sont victimes la majorité des Africains, c'est que tu avais perdu le sens du mot logique. Maintenant que tu l'as retrouvé, tu vas voir, tu vas être moins casse-bonbon, mon frère, hein, on se connaît, hein. Toi, t'es un vrai fétiche de guerre, un vrai casse-bonbon, mais on se connaît. Quand je dis casse-bonbon, c'est sympa, c'est pas dans le sens péjoratif. Mais oui, on a perdu le sens du mot logique. C'est pour ça que à chaque fois on se prenait la tête sur des trucs. Moi, fétiche de guerre,
Moi, il n'y a que la logique qui compte. Ce qui n'est pas logique, ça dégage. Dans ma vie privée, comme sur les réseaux sociaux. Moi, il n'y a que la vérité. Si c'est des trucs tordus, ça saute. Bon, Djebel, mon frère, bonjour. Bonjour. Bonjour le panel. Bonjour 266 personnes qui sont connectées. Mais c'est très intéressant. J'écoute. Je donnerai mon avis après. Merci. Merci bien. Alors, monsieur Raï, vous voulez réagir tout de suite? Non, non, j'écoute comme tu es belle. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Oui, c'est une bonne machine. Excuse-moi, je peux parler. Je suis dans Ouais, un bar. il y a du bruit autour de toi, là. Oh là là. Bien. Alors, on y va, on continue, hein. Alors, il y avait un musulman, là, dans le chat, qui a pas eu le courage de monter. Il nous explique que l'islam n'a rien à voir avec les Arabes. Eh, sincèrement, les gars. Je sais pas, moi. Je sais pas. Bon, on continue. Donc l'islamisation est récente. La vraie islamisation date de la colonisation. Parce que la colonisation supprimant... Alors, il dit que la vraie islamisation date de la colonisation, hein, le mec là. Hein. Je sais pas si vous entendez ce qu'il raconte. Hein. C'est-à-dire que... Raï, ton micro est pourri total, mon frère. Je pense vraiment, on entend plus ce qu'il y a derrière toi que ce que tu vas raconter, je te jure. Donc, il nous dit, la vraie islamisation démarre avec la colonisation. Vous voyez, il affirme cela, mais on va voir s'il va en apporter la preuve. On l'écoute. L'islam va être, si vous le voulez, ne va pas être imposé. Parce que imposer l'islam, ça veut dire ne plus pouvoir vendre les populations en esclavage. Donc l'islamisation est récente. La vraie islamisation date de la colonisation. Parce que la colonisation supprimant l'esclavage, il n'y a plus d'obstacle à l'islamisation. Oui. Bien. Quelqu'un veut réagir? En fait, si vous voulez, ce qui est quand même grave, il faut pas rire. Parce que, vous voyez, ça, c'est ce qu'on va servir aux Noirs-Arabes. Hein. Ça, là, ce discours-là, c'est ce que les imams racontent aux Noirs-Arabes. Les imams expliquent aux Noirs au Sénégal, au Mali, au Niger, que l'islamisation est arrivée avec la colonisation. C'est-à-dire qu'en gros, les Arabes n'ont pas eu besoin de tuer de quoi que ce soit. Les Arabes sont arrivés avec l'islam via le commerce. Et que c'est très récent. Voilà. Et vous voyez, comme par hasard, les chrétiens portent la même parole auprès des Noirs que les Arabes. C'est-à-dire que la destruction de l'empire du Ghana, l'empire de Ouagadougou, par les Omeyyades et les Almoravides, l'islamisation de Ghana par les Arabes et le début du trafic, de l'esclavage des Noirs, lorsque l'empire va tomber sous les mains des Arabes, et ben là, pour Bernard Lugan, d'accord, pour Reine Troniquet, tous ces gens-là, ça n'a jamais existé. Étant donné qu'il vous dit que l'islamisation démarre avec la colonisation. Fétiche, excuse-moi, bon, une minute, bon, donne-moi 2 secondes. En fait, Vas-y, moi, vas-y. je le comprends parfaitement. Raison pour laquelle, souvent, quand on écoute tout ce que vous venez de citer, comme on appelle la reine troniquée, bon, moi, j'ai l'habitude d'écouter, ils disent que non, mais Fétiche a peur de la reine, mais je dis non. Fétiche ne débat pas avec des débiles. Fétiche est dans la logique. Et quand on écoute Fétiche, il fait des recherches. La reine troniquée, bon, et ils écoutent uniquement que du n'importe quoi et tout ce qu'il raconte, ça n'a aucun sens. Bon, tout, avec la vidéo que moi je viens d'entendre, avec la voix du monsieur, mais quand on écoute, on est complètement perdu. Donc, bon, c'est tout ce que je voulais souligner. Merci. Oui. Ça, ce sont les gens que les reines troniquées vont écouter. En fait, eux, ils sont pas dans une démarche d'analyse critique. En fait, ils recherchent dans le monde tout ce qui peut valider l'islam. Peu importe que ça soit vrai ou faux. Ils vont falsifier les textes de Cheikh Anta Diop pour dire, regardez, Cheikh Anta Diop dit que l'islam c'est bon, l'islam existait déjà en Afrique et tout. En fait, ils comprennent rien.
Non, c'est reine troniquée, c'est pas soniquée, c'est troniquée. Ah. C'est hallucinant ce qu'il raconte. Alors, monsieur Ayana Kamit, on vous écoute. Bien, on continue. Ce que je veux dire, ça fera beaucoup plaisir, ça, aux humanistes, ce que je viens de dire. Tout à fait. Et est-ce que... Alors, les humanistes, vous vous souvenez, on a fait un live sur les humanistes. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un humaniste? Un humaniste, c'est celui qui va pratiquer l'esclavage en Afrique au nom de la civilisation. Un humaniste, c'est celui qui débarque avec la croix chrétienne en Amérique latine et va massacrer les populations entières au nom de la civilisation. Un humaniste, c'est celui qui va massacrer les peuples d'Amérique du Nord, les Amérindiens. C'est un humaniste au nom de la civilisation. Un humaniste, c'est celui qui va en Océanie, les aborigènes, tous les peuples en Asie qui vont les massacrer. L'humaniste, c'est le colon. C'est le colon qui arrive avec ce maudit Coran, cette maudite Bible, cette maudite Torah et évidemment, avec la machette ou la hache dans l'autre main, va massacrer les populations au nom de l'apport de la civilisation. Tous ces gens-là, on les appelle des humanistes. Voilà pourquoi il dit que ce qu'il est en train de dire là va faire plaisir aux humanistes. Humaniste dans la tête d'un noir débile, c'est quelqu'un qui aime l'humanité, alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est incroyable. On continue. Cette colonisation, justement, qui débute dans les années 1850-1860. Plus tard. Je reviens en arrière, excusez-moi. Vous voyez, dès qu'il parle d'humaniste, d'accord, on parle de colonisation. Je viens de recevoir encore une restriction. Voilà. Donc, il faut surtout pas tapoter, les gars. Il faut surtout pas tapoter, hein. Vous voyez, il a terminé avec le mot humaniste. D'accord? Immédiatement, on va parler de colonisation. Parce que humaniste et colonisation, c'est lié. On l'avait étudié, on avait fait un live là-dessus. Ok? Alors, monsieur Batou, je vois pas la suite. Vous pouvez réagir, allez-y. Non, excusez-moi, c'était vraiment une erreur, excusez-moi. Je redescends. Aux humanistes, ce que je viens de dire. Tout à fait. Et est-ce que cette colonisation, justement, qui débute dans les années 1850-1860, Plus tard. Le Sénégal, les Anglais, on dit en 1896-98. ouais, donc vraiment fin 19e. Pardon? Fin 19e Ah siècle. oui, fin. Alors, vous voyez, il ment. Putain. La colonisation, l'arrivée de la France au Sénégal, c'est 1624. 1624. La France arrive au Sénégal à Saint-Louis. Voilà. Et l'esclavage va démarrer au Sénégal pour la France. Ensuite, la colonisation de l'Algérie avec le lieutenant-colonel de Montagnac, Lyotet, Faidherbe, tous ces pourritures-là, Mangin, Gallieni, plutôt pas Mangin, mais Gallieni, tout ça, on est en 1830. Voilà. Lui, il dit non. D'ailleurs, le journaliste qui lui pose la question lui dit 1840, 1850. Lui, il dit non. 1896, fin du 19e, c'est faux. C'est début du 19e, la colonisation. Et si on remonte à l'esclavage, bah, c'est quasiment début du 15e siècle. Début même du 14e siècle, la colonisation. Voilà. Ensuite, la colonisation, c'est quoi d'autre? Bah, c'est comment on appelle ça? C'est l'Inde, c'est tous ces pays-là. Voilà. Vous voyez, ce type, c'est vraiment pas possible. Pas possible. Mais on continue. Début 20e. Donc ça a duré une cinquantaine d'années, en fait, la époque coloniale. Oui. Disons, moi je calcule, je donne toujours l'exemple de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père est mort en 1956 à l'âge de 90 ans. Donc il était aux colonies. Il a connu dans sa vie la période précoloniale. Son arrière-grand-père est mort. Écoutez bien, hein, parce que c'est des mecs qui sont incroyables. Il va lâcher un mot sur son arrière-grand-père. Vous allez m'écrire lequel dans le chat. Il va lâcher un mot sur son arrière-grand-père. Vous allez me dire, et ce mot, il va le prononcer très vite. Très vite. De manière à ce que vous puissiez comprendre d'où est-ce que cette espèce de bâtard là sort. Écoutez bien ce qu'il va dire. Le mot, il va le prononcer très vite. C'est concernant son arrière-grand-père. Écoutez. Fin 19e siècle. Ah oui, et début 20e. Donc ça a duré une cinquantaine d'années, en fait, la époque coloniale.
disons, moi je calcule, je donne toujours l'exemple de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père est mort en 1956 à l'âge de 90 ans. Donc il était aux colonies. Il a connu dans sa vie la période. Son arrière-grand-père était aux colonies. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand il dit « il était aux colonies », ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Exactement, merci Joren. Cet homme est un descendant de tueurs de noirs. Il est un descendant direct d'esclavagistes. Et vous voyez, son arrière-grand-père était dans l'Afrique. Le maudit arrière-petit-fils, c'est l'Afrique. C'est lui. Alors, en plus de ça, tenez-vous, avec il manquerait plus que son arrière-grand-père soit le mec qui est allé niquer au Bénin, et ça nous a donné Patrice Talon aujourd'hui. Allez savoir. Allez savoir. Étant donné qu'il était aux colonies, manquerait plus qu'il ait été au Bénin, ce gars-là. Aïe, aïe, aïe. Bon, on continue. Hein. Précoloniale, la période coloniale et la période d'indépendance. Donc une vie d'homme. Une vie d'homme. Et c'est très peu de temps. Donc la colonisation de la région sahélienne se fait vraiment, la boucle du Niger est vraiment contrôlée en 96-97, le Tchad, le lac Tchad, 99-1900, donc c'est très récent. C'est un éclair dans l'échelle historique. Donc cet éclair dans l'échelle historique ne va pas changer les comportements, ne va pas changer les constantes historiques, ne va pas changer les... Alors, il est en train de mentir. Pourquoi? Parce que les razzias esclavagistes français, espagnols, portugais, hollandais, etc., d'accord, s'opéraient déjà en Afrique depuis le 15e siècle. Bah oui. Donc, la présence malsaine des Arabes, des Juifs, des Blancs sur le continent africain date du 15e siècle. Et on est déjà en train de massacrer des populations. Eh oui. Maintenant, ils vont d'abord commencer par prendre possession des hommes, des femmes et des enfants. Et ensuite, ils vont décider de prendre possession des terres. Voilà. Mais ils peuvent prendre possession des terres, pourquoi? Parce qu'avec les Arabes, pendant 1400 ans, les Arabes et 5 siècles, les Blancs, ils ont vidé les territoires de leur population. Maintenant qu'il n'y a presque plus personne, on peut prendre possession des terres. Regardez la démographie en Afrique. Niger, 1,250 millions de kilomètres carrés, 3 fois la France, population 25 millions d'habitants. Mali, 1,250 millions de kilomètres carrés, population 25 millions d'habitants. Enfin, en fait, regardez en Afrique, il y a 25 millions d'habitants à peu près partout, sur des territoires immenses. Mozambique, quasiment 1 million de kilomètres carrés, population 30 millions d'habitants. Mais regardez la France, 450 ou 500 000 kilomètres carrés, population 75 millions d'habitants. Regardez l'Allemagne, un petit pays de merde. C'est à peine plus grand que le Cameroun, l'Allemagne. 80 millions d'habitants, nous on est à 30 millions, pourquoi? Parce qu'ils ont vidé nos territoires des hommes et des femmes. Les Arabes, les Juifs, les Blancs, ces gens-là ont créé plus d'1,5 milliard de morts sur le continent africain en quasiment 2000 ans. Mais lisez une fac, mon frère, bonjour. Bonjour, Fétis, je t'aime tout le monde. Bon ben, comme d'habitude, hein, on est là pour apprendre. Et
Vraiment, quand on écoute ce monsieur, et on se dit qu'il y a des gens qui prennent ce qu'il dit pour des vérités, et qui les répètent un peu partout, c'est grave. C'est très grave. C'est grave. Et bah, c'est ça la manipulation, la guerre de 4e génération. C'est pour ça qu'on est obligé d'être en live tous les jours pour essayer de rétablir l'équilibre, parce que malheureusement, c'est ce qu'ils passent le temps à faire, la manipulation, des menteurs, comme dit le professeur, des crétois, des vrais crétois. Je passe la parole. Merci beaucoup, VZFAC. Et le long déroulé de l'histoire africaine. Et donc la colonisation disparaît, et la longue histoire africaine reprend le dessus. Mais avec un changement, qui est que la longue histoire africaine reprend le dessus avec des frontières. Des frontières qui coupent les actes de nomadisation. Et vous avez vu qu'il ne dit pas avec des frontières que nous avons créées. Il dit juste avec des frontières. Comme si elles tombaient du ciel, ces frontières. Oui, Djebel. Non, je voulais te faire remarquer ça, mais tu l'as sorti avant moi, c'est tout à fait ça, quoi. Il joue avec nos cerveaux, ce monsieur. Oui, il fait que ça depuis le début. C'est incroyable. Qui est que la longue histoire africaine reprend le dessus avec des frontières. Des frontières qui coupent les actes de nomadisation, mais surtout des frontières qui vont forcer à vivre ensemble le chat et le chien. Putain. Oh là là. Des frontières qui vont forcer à vivre ensemble le chat et le chien. Ah, Excuse-moi, Fétiche, s'il te plaît. Ouais. Et date de quand cette vidéo? 2 jours. Ah bon? Ouais. Putain. 2-3 jours. Alors, il y a un idiot là, Mustapha Kamal. Déjà, tu portes un nom d'arabe. Bah vas-y, monte. Espèce d'idiot, là. On t'a envoyé une invitation. Vous aimez bien faire les crapauds dans le chat des gens sur les panels. Dès qu'on vous envoie une invite, vous faites dans vos pantalons. Mais monte si t'es un homme. Tu sais, c'est de lâcheté des musulmans, là. Mais monte, mon gars. Alors, explique-nous. Ouais, il est là. Ah, bah, super. Alors, tu as fini. Lâche qui bloque les gens à chaque fois qu'il... Tu as fini. Alors, déjà, quand on arrive sur un panel, on dit bonjour, idiot. D'accord? Ensuite, tu as fini de mentir. Ah, attends. Ouais, vas-y, explique-nous. Explique-nous, vas-y, on t'écoute. Tu es un menteur, mon frère. Arrête de traiter les gens de lâches alors que c'est toi qui les bloques. Tu les bloques pour les faire monter et puis tu les traites de lâches. On t'écoute, arrête de pleurer, on t'écoute. Vas-y. Arrête ton mensonge. En fin d'année, tu as dit que le Sénégal appartenait au Mali. Le plus grand mensonge que j'ai jamais entendu sur TikTok. Mon gars, arrête. Tu allais vérifier? Arrête, tu peux pas diviser l'Afrique. Tu allais vérifier? On est assez divisés comme ça. Est-ce que on n'a tu pas allais besoin de vérifier ça entre nous. Est-ce que tu allais vérifier? Mais non, arrête, mon frère. Tu montes des vidéos. Est-ce que tu allais vérifier? Ferme ta gueule, laisse-moi parler. Eh putain, okay. D'accord. Déjà, t'es sur mon panel, espèce de noirab de merde. Est-ce que t'es allé vérifier ce qu'on a dit? Pourquoi vous l'avez viré? Pourquoi vous l'avez viré? Fallait pas le virer. C'est un idiot. Il y a 300 personnes là. Fallait qu'ils nous disent s'il allait vérifier ce qu'on a dit ou pas. Si on a été capable de te faire avaler qu'un âne avait des ailes, idiot, hein, on est bien capable de te faire avaler que le Sénégal est un pays indépendant. Hein? C'est pas des types comme toi qui ont avalé qu'un âne qui s'appelait Al-Bourak avait des ailes et qu'il a fendu la lune en deux? Hein? Mais il fallait le laisser. C'est des gars qui sont tellement intelligents qu'ils ont avalé qu'il y avait un âne qui avait des ailes. D'accord? Maintenant, sur le fait que le Sénégal est une région du Mali, c'est un fait. C'est pas Fétiche de guerre qui l'invente. Si t'es pas content, mon gars, faut aller voir Mamadou Dia. Il est enterré au Sénégal. Faut aller voir Mamadou Dia. C'est lui qui a signé l'indépendance. Et en plus, vous êtes même pas indépendant vis-à-vis de la France. Vous êtes indépendant vis-à-vis du Mali. Vous avez demandé votre indépendance au Mali, mon gars. Même pas à la France. C'est-à-dire qu'en fait, des pays africains, vous êtes les derniers. Vous êtes juste une région. Vous êtes une espèce de fausseté en termes d'État. Votre État est illégal.
Le Sénégal est une région du Mali. Point à la ligne. Ça n'est rien d'autre. Parce que déjà, pour faire cette indépendance, il n'y a pas eu de référendum. Le peuple malien n'a jamais validé la séparation de sa région pour créer un pays pour servir les intérêts de la France. Jamais les Maliens n'ont accepté cela. Eh oui, il faut aller vérifier ce qu'on vous dit. Moi, je mens. Par contre, Al-Bourak, c'est la vérité. C'est ça? Moi, Fétiche, je mens. Mais Al-Bourak, c'est la vérité. C'est ça. Faut pas aller vérifier, hein. Faut surtout pas aller vérifier. Faut venir sur les panels, hurler comme des espèces de porcs qu'on est en train d'égorger. Ne va surtout pas vérifier. Continue à faire ce que tu fais en islam. Ne va rien vérifier du tout. Comme ça, tu seras un homme intelligent. Ne va rien vérifier du tout. T'as compris? Ne vérifie rien. Voilà. Fétiche a dit, fétiche est divisé, fétiche machin. Est-ce que tu allais vérifier ce que j'ai dit? Mamadou Dia, tu tapes sur Google, Mamadou Dia, indépendance du Sénégal. Bah voilà, tu auras toutes les informations, toute la documentation historique, tout va sortir. Voilà. Ok? Sinon, bah tu continues à aller voir ton imam, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Hein? Alors, on va écouter le chameau, vas-y. Je dis que tu es le plus grand menteur. Écoute, en fait, pourquoi c'est bête? C'est que comment tu oses dire une confédération? Les nations se regroupent en confédération, ça signifie qu'ils sont souveraines, ces nations-là. Donc chacun peut aller de son côté. Mais être bête, être con, être applaudi ici sur TikTok, tu penses que tu es intelligent alors que tu n'es qu'un bête, mon frère. Arrête ton mensonge. Depuis quand tu peux être dans une confédération, après tu demandes de l'indépendance à quelqu'un d'autre? La confédération, c'est un regroupement de beaucoup de nations souveraines qui décident d'être ensemble. À un moment donné, chacun peut être de son côté. Mais quand l'un part, tu dis que non, il devait demander l'indépendance, référendum au peuple malien. Mais c'est tellement bête. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. L'Afrique est assez divisée comme ça. On a été assez divisés comme ça. Arrêtons de nous fragiliser entre frères. Mais à chaque fois, on essaie de piquer là où ça puisse nous diviser. Non, regroupons les points qui nous rassemblent. De toute façon, tu peux forcer personne à faire ce que tu veux. Alors, regroupons-nous dans ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour avancer ensemble. Mais à chaque fois, on donne raison aux Blancs, on donne raison aux autres pour être toujours de minuscules pays. Alors que des hommes font tout pour se regrouper actuellement. Mais à chaque fois, des imbéciles comme toi sont sur TikTok pour essayer de diviser les autres. C'est du n'importe quoi. Arrête. Arrête. Oui, mais sur TikTok, pour avoir le buzz, il faut toujours être au courant des choses. Alors que non. Arrête, mon frère. L'autre fois, tu as affiché ici une réponse 4 GPT, tu oses dire des sources. Montre-nous des sources qui disent ça. Tu mens à l'aide de manipuler. Cette manipulation ne passe qu'avec des bêtes qui sont sur TikTok et qui te suivent. Mais jamais avec une personne intelligente. Arrête ton mensonge. Arrête. Il est temps que tu arrêtes. Vouloir le buzz, mais tu peux le faire dans la vérité. Tu peux être connu, mais dans la vérité et non dans le mensonge. Non dans le mensonge. Arrête ton mensonge. Voilà. Bon. On va pouvoir te poser des questions maintenant. Étant donné que tu es un homme intelligent. Je n'ai aucune réponse à te donner. Parce que tu es un imbécile. Mais pourquoi tu montes parler à un imbécile alors? Oui, il faut qu'on te dévoie devant tout le monde. Ah, oui, attends, parce que tu es un imbécile. Tu es monté parler à un imbécile. Arrête, tout le monde connaît ici. Tu cherches le buzz, tu cherches la sensation, mais jamais la vérité. Oui, arrête, mon frère. Tu as peur des questions d'un imbécile. Arrête, oui, j'ai peur d'un menteur, n'importe quoi. En plus, tu es malhonnête. Tu bloques les gens. Tu bloques les gens, tu m'as bloqué. Bon, maintenant, on a écouté 5 minutes de tes salades. Soit tu prends les questions, soit tu retournes voir ta mère. Hein. Soit tu prends les questions, soit tu retournes voir ta mère. T'es un homme intelligent, pourquoi t'as peur des questions? Va te faire foutre, je n'ai aucune réponse à te donner, tu es malhonnête. Voilà, toi, t'es un bel enfant d'Allah. Bête, grossier, voilà, et en plus, t'as peur des questions. Bah oui, tu sais d'où elle vient, ta peur des questions? En islam, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Tu comprends? Alors moi, quand je te dis que j'ai envie de te poser une question, bah naturellement, tu as peur. Parce que question, c'est interdit en islam. Bah ouais, mon gars.
Alors, tu as dit qu'il y avait une confédération. Qui a créé la confédération? Bah oui, qui a créé la confédération? Qui a créé la confédération? Parce que le Mali comme État n'existait pas à la conférence de Berlin. Pardon. Le Sénégal comme pays, comme État, n'existait pas à la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin, il y avait le Cameroun, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Togo, il y avait le Bénin, il y avait le Soudan français, qui était un grand territoire, qui prenait une partie de la Mauritanie, qui prenait tout le Sénégal, tout ça. Le Sénégal n'existait pas. Le Sénégal, c'était une région comme Kidal. Quand on est sorti de la conférence de Berlin, le pays appelé Sénégal n'existait pas, mon gars. Vous étiez une région du Mali. Alors, qui a créé la confédération? Bah oui, il fallait monter nous donner des dates, mon gars. Fétiche, tu as menti parce que le Sénégal existait bien à la conférence de Berlin. D'ailleurs, c'est tel pays qui a hérité du Sénégal. Voilà les dates, voilà les faits. Ensuite, le Sénégal et le Mali ont décidé de se rapprocher parce que c'était des propres frères, des peuples frères. Ils l'ont fait à telle date, sous l'impulsion de tel monsieur. Voilà. Et ensuite, quand il y a eu les indépendances, eh bien, le Sénégal a décidé de quitter la Confédération à telle date, voilà, etc. Donc, il fallait monter en tant que Sénégaleux, parce qu'il y a les Sénégalais et les Sénégaleux. Toi, tu es laid, mon gars. Tu es laid comme ton cerveau islamique, là. Tu es pas un Sénégaleux, t'es pas un Sénégalais, tu es un Sénégaleux. Tu es galeux. Ton cerveau a la gale, mon gars. Ton cerveau est sale. Voilà. Ton cerveau islamique, il n'y a rien dedans. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus d'être galeux, tu es laid. Voilà. Il y a des Sénégalais qui sont brillantissimes. Cheikh Anta Diop, toi, t'es rien du tout. T'es un petit nègre de merde, un petit macaque qui se prend pour un arabe. Bah oui. Alors, va lire le Coran, fous la paix aux gens qui réfléchissent. En islam, on vous interdit de poser des questions. On vous interdit de remettre en cause. On vous interdit de réfléchir par vous-même. On vous interdit de faire vos propres recherches. Mais mon gars, tu penses que tu as les capacités intellectuelles de faire des recherches sur le sujet du Sénégal? Bah, tu les as pas. Tu les as pas. On t'a donné la parole, on t'a écouté pendant 5 minutes. Bah, tu as pleuré ta mère. Ouais, quelqu'un a trouvé ma maman. Ouais, machallah, ta maman, on en a rien à foutre. Bien, alors on continue. Bah ouais, c'est ça, je veux dire, de temps en temps. Vous savez, je vais vous dire un truc, hein. Ce genre de gars, là, vous allez dire que c'est une ordure. Non, c'est pas une ordure. Vous avez des entreprises dans le monde, une ordure, c'est une richesse. Une ordure, c'est quelque chose qu'on peut transformer. Une ordure, vous voyez, de la merde de chien, c'est important pour les champs. De la merde de porc, on peut faire quelque chose avec. Des déchets ménagers, des déchets alimentaires, ça se transforme, ça se valorise, on gagne de l'argent. Mais le type qui vient de monter là, vous ne pouvez ni le transformer, ni le valoriser. C'est-à-dire qu'il est en dessous de l'ordure. Vous faites rien avec des gars comme ça. Aucune chance, vous n'irez nulle part. Vous pouvez pas faire de l'engrais avec le type qui vient de monter là, c'est pas possible. Ok? Donc on y va. Les nomades et les agriculteurs, et qui sont obligés de vivre dans les mêmes États dans un cadre de démocratie, c'est-à-dire one man, one vote, c'est-à-dire que les plus nombreux vont l'emporter politiquement sur les moins nombreux. Or, les moins nombreux, ce sont les pasteurs, qui vont être soumis à ceux qu'ils soumettaient. Car quand la colonisation a commencé, Putain. les peuples... Alors, on va revenir sur le truc là. Ce qu'il est en train de dire est gravissime. Et vous comprenez, là, il est en train de vous expliquer, faut qu'on revienne un peu sur notre live, les techniques utilisées par l'Occident pour créer des conflits en Afrique. C'est-à-dire que ceux qu'on va armer, ce sont des pasteurs, parce que les pasteurs sont en minorité, et les pasteurs ne gagneront jamais. Pourquoi? Parce que le blanc a intégré la démocratie. Voilà. Et donc, en fait, il est en train de dire des choses qui sont très graves, très éclairants pour des Africains conscients. Alors, je vais remettre en arrière. Alors, on va remettre en arrière. C'est très, très grave hein, ce qu'il est en train de dire là. Très, très grave. Et vous voyez ces mécanismes de division. Ces mécanismes de division. Ces mécanismes subversifs sont utilisés au Congo RDC. Sont utilisés au Nigeria. Sont utilisés sur l'ensemble du continent africain.
Le gars est en train de réciter les mécanismes de déstabilisation, d'accord, des nations africaines. Alors, on va réécouter. On a eu la récréation, la minute de pub avec le Sénégalais débile. Là, maintenant, on va se reconcentrer sur le live. On y va. Historique ne va pas changer le long déroulé de l'histoire africaine. Et donc la colonisation disparaît et la longue histoire africaine reprend le dessus. Mais avec un changement, qui est que la longue histoire africaine reprend le dessus avec des frontières. Des frontières qui coupent les actes de nomadisation, mais surtout des frontières qui vont forcer à vivre ensemble le chat et le chien. C'est-à-dire les nomades et les agriculteurs, et qui sont obligés de vivre dans les mêmes États dans un cadre de démocratie, c'est-à-dire one man, one vote, c'est-à-dire que les plus nombreux vont l'emporter politiquement sur les moins nombreux. Or, les moins nombreux, ce sont les pasteurs, qui vont être soumis à ceux qu'ils soumettaient. Car quand la colonisation a commencé, les peuples de la vallée du Niger, de la haute vallée du Sénégal et jusqu'au lac Tchad, les peuples sédentaires agriculteurs étaient soumis au peuple pasteur. Vous voyez, ce terme de soumission. Soumission, chez les Arabes, se dit islam. Islam. Je répète. Soumission se dit islam. Vous comprenez comment ces gens-là, vous comprenez comment ces gens-là financent et fabriquent des doctrines basées sur une réalité historique qu'ils ont fabriquée eux-mêmes pour créer des conflits en Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que... Je sais pas, Djebel, Belize is in fact, est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de faire? Mais exactement, c'est ce qu'on a tout le temps quand on parlait de la première loi de la charte de l'impérialisme, diviser pour mieux régner. Et ici, nous voyons exactement, nous avons la démonstration exacte du diviser pour mieux régner. Et comme il a dit, ceux qui étaient avant des soumis se retrouvent aujourd'hui à soumettre ceux qu'ils ont soumis à l'époque. C'est incroyable et c'est exactement ce qu'on voit. C'est quand on rentre plus loin dans le passé, il y a toujours des peuples qu'on a fait croire qu'ils étaient inférieurs aux autres pour après venir leur faire donner une supposée délivrance, mais on les utilise contre leurs propres frères. C'est exactement ce qui se passe. Waouh! C'est hallucinant. Et tu vois, et là, cette rhétorique, ce terme soumis, il est très grave parce que c'est avec ce mot-là que l'on va susciter la révolte. Si on va susciter la révolte et que les Blancs vont transformer en révolte armée. C'est-à-dire, on va aller voir des peuples nomades en Afrique, on va leur dire, mais les Blancs vont leur dire, mais c'était vous les maîtres de ces territoires avant. C'était vous les rois ici. Aujourd'hui, ce sont les peuples du Sud. Alors parfois, on va les nommer. On va dire les Peuls, on va dire les Bamileke. Dans d'autres régions, on va dire je ne sais quoi, etc. C'est-à-dire que... Et puis évidemment, là-dessus, on va rajouter la couche religieuse, islamique, chrétienne, juive, pour bien enflammer le truc. Derrière, on vend les armes et ils font le boulot eux-mêmes. Le parallèle avec la soumission des femmes, même dans leur religion. Quand on demande à une femme d'être soumise, et pourtant nous les Noirs, nous ne connaissons pas ce mot de soumission chez nos femmes. On n'a jamais demandé à nos femmes d'être soumises. Et c'est justement la division qu'ils ont amenée justement dans le couple même africain. C'est incroyable. Moi, je suis vraiment impressionné. Alors, Monsieur Darley Dongmo, je vois pas la suite. Monsieur Darlin. Monsieur Darlin Dongmo. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute.
Bon, là, je viens de monter là, donc j'ai pris le live en cours, donc je préfère d'abord vous écouter et puis peut-être bien après je vais me prononcer. Merci. Bien. Alors, Djebel, tu veux réagir? J'ai pas de voix, je suis sidéré. J'ai l'impression de rêver, mais malheureusement, non, c'est pas le cas. Je comprends pas. Il faut vraiment se pencher dessus, mettre des plans d'action en place, parce que là, vraiment, ça ne rigole pas. De l'autre côté, ça ne rigole pas du tout. L'objectif, c'est de foutre le souk sur le continent, comme ils ont foutu le souk au Moyen-Orient, et voilà, quoi. Pour continuer à nous piller, donc il faut vraiment être attentif, et c'est maintenant qu'on a besoin vraiment des cerveaux, des gens qui réfléchissent, qui sont posés, qui analysent. Parce que moi, je suis dépassé par tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression d'halluciner, quoi. Ça te rappelle pas les lives des fétiches de guerre qu'on faisait là, à une époque, là? Si, malheureusement. Si. Excusez-moi, je souris, mais je souris, j'ai un rire jaune. Et puis ils ont une facilité, en tout cas ce monsieur Lougan là, il a une facilité de, par ses récits, d'inverser tout, quoi, tout inversé, je sais pas. Ouais. Bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Dingaman, est-ce que vous voulez réagir? Monsieur Dingaman. Bon, apparemment, problème de réseau. Alors, monsieur Tiki Katia. Alors, madame Katia, on vous écoute. Madame Katia. Bon, pareil. Chut, hop. Ok, et puis l'autre, il est en machin pause. Pas de ça ici. Et voilà, on continue. Alors, je sais pas dans le chat, est-ce que vous avez bien compris ce que ce sorcier a dit? Vous voyez, la sorcellerie, c'est ça. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que ce type, il ne parle pas, ce sont des incantations maléfiques qui sortent de sa bouche. De véritables incantations maléfiques. Et faut pas sous-estimer cette incantation maléfique. Parce que derrière, ça crée des millions de morts en Afrique. Et c'est avec ce genre d'incantation maléfique que progressivement on emmène des populations à s'entretuer pour rien. Monsieur Dingaman, vous êtes là? Bon, on continue. Or, ces peuples pasteurs, étant 4 ou 5 ou 8%, démocratiquement, c'est ce que j'appelle l'ethno-mathématique électorale, se trouvent être dominés. Donc, dès 1963, première guerre Touareg, car les Touaregs n'acceptent pas d'être dominés par les Bambara. Et les guerres ne vont pas cesser. Et nous sommes dans ce problème qui est absolument insoluble. Alors, non, c'est faux. C'est la France qui fait une promesse aux Touaregs. C'est la France qui fait une promesse aux Touaregs. La France fait croire aux Touaregs que elle a donné l'indépendance au Mali. Résultat, les Touaregs, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent au général de Gaulle en 1958 pour leur dire qu'il est hors de question qu'ils soient dirigés par des nègres, leurs esclaves. Ah oui, ça, il le dit pas. Mais le général de Gaulle et la France vont laisser croire aux Touaregs que c'est la France qui est à l'origine des indépendances, alors que l'indépendance des pays africains, la France avait voté contre. La France ne dira jamais aux Touaregs que les indépendances en Afrique et dans le monde viennent du Conseil, viennent de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, sur la base d'une résolution déposée par l'URSS. Les Touaregs vont croire que c'est la France qui décide des frontières en Afrique, alors qu'elle n'a aucun pouvoir. Eh oui. Donc ce qu'il dit est faux. Et vous voyez, si vous n'étudiez pas l'histoire vous-même, et là, vraiment, je parle aux 15-25 ans,
si vous n'étudiez pas l'histoire vous-même et que vous vous laissez raconter l'histoire par d'autres, on va vous manipuler. Alors, Monsieur Ndingan, votre micro était activé tout à l'heure. Si vous laissez les autres vous raconter l'histoire, vous serez manipulé. Vous devez aller vous-même à la rencontre de l'histoire pour éviter qu'on vous manipule. Moi, cet homme-là ne peut pas me manipuler. Pourquoi? Parce que nous, les fétiches de guerre, Djebel, Belize Infact, le Fossoyeur et d'autres, nous avons étudié l'histoire nous-mêmes. Nous sommes allés à sa rencontre. On a parlé nous-mêmes à l'histoire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'histoire et ma personne, que ça soit l'histoire de France, l'égyptologie, etc. Je suis allé moi-même à la source. Je connais la fontaine. Personne ne me servira l'eau de la fontaine à boire. Je suis allé me servir moi-même. J'ai fait mes propres stocks. Personne ne m'empoisonnera. S'il te plaît, fétiche, est-ce que tu peux rappeler cette histoire avec les Berbères, leur courrier qu'ils ont envoyé à De Gaulle en 1950? Rappeler ça je viens de le faire. Je viens de le faire. Oui, tu l'as dit, mais c'est surtout à quel endroit on peut retrouver ça pour les jeunes, quoi, pour qu'ils puissent le lire, prendre connaissance de ce courrier. Bah, ce courrier, vous tapez lettre des Touaregs au général de Gaulle en 1958. Vous tapez ça sur Google, vous avez la lettre scannée avec la signature de tous les chefs Touaregs. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous comprenez, les jeunes, là, ce que je viens de vous dire? Allez vous-même à la rencontre de l'histoire. N'acceptez pas l'histoire parce qu'à l'école, on vous l'a enseigné. N'acceptez pas l'histoire parce que les fétiches de guerre vous l'ont dit. N'acceptez pas l'histoire parce que l'imam vous a dit que ça se passe comme ça. Non, 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 non. Allez vous-même à la rencontre de l'histoire. Allez vous-même parler à l'histoire. Allez vous-même interroger l'histoire. Allez vous-même consulter l'histoire. Ne laissez jamais personne le faire à votre place. Sinon, vous vous ferez manipuler. Alors, Monsieur Le Golo. J'espère que tu vas bien. Merci de m'avoir fait monter. En fait, je voulais réagir à ce que Bernard Lugan a dit dans sa vidéo. En fait, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, en fait. Il a menti. En fait, quand il dit que c'est les Touaregs contre les Bambara, c'est faux, en fait. Parce que dans le nord du Mali, c'est pas des Bambara qui sont majoritaires là-bas, c'est plutôt des Soraïs. En fait, les Soraïs, c'est... Dans l'histoire du Mali, quand on regarde, il y a ce qu'on appelle l'Empire Songhai, qui s'étendait du nord du Mali vers le Niger et une partie du Burkina. Donc c'est sur les ruines de cet ancien empire même qu'ils ont fondé l'AES avec la charte du Liptako Gourmand. Donc ça c'est vraiment le Songhai, quoi, c'est vraiment l'Empire Songhai. Et les Songhai, ils sont connus pour avoir c'est qui tenaient ces zones-là, en fait. Et donc les Touaregs, c'est les gars, ils n'ont jamais eu de terre à eux, en fait. Ils ont toujours été des nomades. Donc ils faisaient des traversées du désert avec des caravanes. Et ils sont connus pour ça, en fait, pour l'élevage des chameaux. Et ils se promènent de point en point. Et l'esclavage des Noirs. Les caravanes, c'était souvent des caravanes d'esclaves. Faut Exactement. pas ça. Ça, c'est important de le préciser. Oui, il y avait cet aspect-là très très important dans l'histoire. Bah, c'était 90% de leur activité. Hein. C'était la vente de noirs. Hein. Les caravanes des Touaregs partaient du Sénégal, de la Mauritanie, jusqu'à Zanzibar. Hein. C'est ça. Exactement. Ah oui. Les Touaregs n'ont jamais rien construit, ni ville, ni cité, ni œuvre architecturale, ni œuvre, je sais pas moi, culturelle, ni masque, ni rien du tout. C'était des marchands d'esclaves. Purs et durs. Et des brigands aussi, au passage. Bon, et des voleurs. Ça revient au même. Parce qu'en fait, dans l'histoire du Mali, on connaît bien cette histoire-là. En fait, tous les villages et toutes les grandes villes de l'époque qui ont été en contact avec ces gens-là, ne les aiment pas du tout, en fait. Parce qu'ils sont connus pour venir dans les villes quand les hommes sont partis au champ. Donc, ils viennent, ils attaquent, ou bien ils viennent brûler les récoltes.
voilà, pour affamer les gens, ou bien ils empoisonnaient les puits, voilà, ou les points d'eau. Et c'était ça un peu leur manière de faire, quoi. Parce que souvent les gens se disent oui, mais comment ils ont fait pour avoir autant de gens? Est-ce qu'il n'y avait pas d'hommes? Ben, c'était leur méthode en fait. Leur méthode c'était affamer les gens, attaquer quand les hommes sont pas là. Du coup ils prenaient les femmes et les enfants, ils empoisonnaient les points d'eau. Et voilà, c'est comme ça ils ont fait pour avancer. Alors donc, ce sont ces fameux nomades qui en réalité, quand Bernard Lugan dit nomades, c'est les Touaregs dont il parle. Et ce sont ces fameux Touaregs que la France a armés. Exactement. Ce sont ces fameux chefs Touaregs que la France va recevoir en novembre 2012 à Paris au Quai d'Orsay. Ce sont ces chefs Touaregs aujourd'hui qui sont les chefs terroristes au Sahel, qui sont les alliés de la France. Et vous voyez ce discours où il insistait sur le fait que les populations monsieur, votre micro là, ça me dérange. D'accord. Le fait que Bernard Lugan insistait sur le fait que les Touaregs soumettaient, que les peuples du Sud étaient en soumission devant les peuples nomades et que ça s'est inversé. La soumission dont parlait Bernard Lugan, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est pas une histoire de pâturage pour des chameaux ou des chèvres, non. C'est l'esclavage. Cette soumission, c'est l'islam. C'est l'esclavage des Noirs. C'est-à-dire que les Touaregs pouvaient voyager librement et pratiquer leur commerce macabre d'êtres humains, du Sénégal jusqu'en Éthiopie, jusqu'à Zanzibar, parce qu'il n'y avait pas de frontières. Aujourd'hui, il y a des frontières. Premièrement, il y a des frontières. Deuxièmement, ce n'est plus légal de vendre des êtres humains dans le monde. Et voilà comment vous avez une population qui pour moi, fétiche de guerre, sauf à ce qu'on me prouve le contraire un jour. Moi, je ne suis jamais rentré dans un musée, on m'a dit, bah voilà, ici, monsieur, vous avez le département Touareg. Voilà, monsieur, ici, vous avez un des plus grands scientifiques de l'histoire de l'humanité, bah, c'est un Touareg. Il n'y a rien des Touaregs. Je dis bien rien du tout. Il n'y a que dalle. C'est-à-dire vous n'avez même pas une statue dans un musée quelque part dans le monde où on vous dira cette statue provient de la culture Touareg. Il n'y a que dalle. Quand je vous dis que dalle, c'est rien. Franchement, c'est comme les Juifs, il n'y a rien. C'est des gens qui vivaient exclusivement du trafic d'êtres humains. Voilà. Et il y avait 3% d'élevage de chameaux. Bon, voilà. Tu vas élever des chameaux dans où, dans quoi, bon, voilà. Hein, et ces gens-là n'élevaient pas des vaches et des moutons. Il y a pas de pâturage là-bas. Voilà. Ok. Alors, monsieur Dingman, on vous écoute. Oui, bonjour Fétiche, bonjour tout le monde. Et désolé pour les bruits que vous allez entendre parce que je suis sorti pour intervenir. Mon téléphone dérangeait tout à l'heure, donc je suis en pleine route. Ah oui, j'ai pris l'émission en cours, mais de ce que j'ai suivi, je pense qu'il s'agit juste là d'un un lavage de cerveau, comme à leur habitude, pour essayer d'instaurer de ce qu'ils savent très bien faire, même si aujourd'hui ça ne marche plus tellement, le diviser pour mieux régner. Donc on essaie toujours de faire jouer la même cassette, on crée des minorités qu'on arme et qu'on met en place pour pouvoir instaurer le chaos et toujours pouvoir revenir par la suite pour le pillage et j'en passe. Et à la voix et comme je vous ai entendu le dire tout à l'heure, monsieur Lugan, un truc comme ça, ce monsieur est invité dans presque toutes les panels ici en Occident, hein, et on présente toujours comme un expert d'Afrique. Il y a lui et un certain Antoine Glaser. Exactement, merci. Antoine Glaser. Les deux, on les présente toujours. Quand les deux même sont sur les plateaux, tu as envie de casser tu as envie de casser ta télé, quoi. Parce que ce qu'ils disent, tu ne te reconnais pas dedans. Mais ils sont tous présentés comme des supposés experts. Et franchement, c'est du vomi, quoi.
Donc là, franchement, à écouter cette émission, moi, comme vous l'avez dit, je crois, il y a sa date de 2 jours. Moi, j'ai pas suivi et déjà, je n'en suis même plus d'ailleurs parce que je suis souvent dépassé. Mais tout ce qui sort de chez eux, il faut, comme on dit chez nous, il faut mettre un inverseur. Donc, s'il te dit que c'est gauche, franchement, il faut croire que c'est droite. Donc, parce que plus rien n'est, tout est faux du début à la fin. Et on se demande même si le nom est vrai. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'avais à dire. Je reste connecté si je peux intervenir, je pourrais. Merci. Bien. Quelqu'un d'autre veut réagir? Moi, j'aimerais donner un dernier mot avant de descendre, si possible. Allez-y, monsieur. Alors, en fait, Bernard Lugang, il fait partie d'un groupe qu'on appelle les africanistes. Je pense que peut-être Fétiche, tu as déjà entendu parler de ce nom-là. Oui, je connais. Voilà. En fait, c'est des gars, ils ont été formés par les colons pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Et puis, c'est des gars, ils sont d'extrême droite. Ils sont racistes, ils sont suprémacistes, et ils font tout pour mettre notre continent en retard, en fait. Donc, ils font pas mal de propagande. Donc, tout ce qu'ils disent souvent, c'est pas vrai. Il y a pas mal de mensonges dans leurs paroles. Mais l'idée qu'ils développent, c'est un programme, en fait, c'est un projet. Et moi, j'avais même pensé à, genre, est-ce que leur manière de réfléchir, est-ce que c'est pas une façon de rétablir les champs de coton, en fait? Bon, peut-être c'est peu ça leur idée. En gros, avec des contremaîtres qui sont un peu vers le nord de l'Afrique, là, qui vont empêcher les esclaves de s'enfuir et qui sont grassement payés pour faire ça, un peu comme ce qu'ils font un peu dans le désert, là, en jetant les gens ou en torturant les gens ou en vendant même. Et en gros, l'Afrique, voilà, ça va être un coin où c'est rempli d'esclaves qui vont travailler à extraire les mines un peu comme au Congo, et que eux, voilà, ils seront dans l'air, comme le disait l'un des chefs de l'Union européenne, l'Europe c'est un jardin et le reste du monde c'est la jungle, et du coup leur jardin, voilà, ils seront entre eux et ils vont profiter des richesses de nous, et nous on va toujours jouer le rôle d'esclaves et qu'on sera toujours dans la misère, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça leur projet, qui n'a presque jamais changé, qui a toujours été le cas. Et du coup, pour ce faire, il faut toujours qu'ils alimentent des conflits, qui créent le désordre à travers tout ce qu'ils font. Hein. En tout cas, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Merci bien. Quelqu'un d'autre veut réagir? Le frère Shemsou Or. Allez. Oui, bonjour général, bonjour à tout le panel. Non, en fait, je viens de rejoindre le live là, il y a pas longtemps. J'écoute et j'ai écouté ce que vous venez de dire là, et ça m'a fait penser à ce qu'on avait lu sur les divinités égyptiennes de Olivier Beauregard, quand il disait que les Arabes ou les Berbères là, ils vivaient en 1881, ils vivaient dans les tombeaux des pharaons. C'est pour vous dire que ouais, ils ont rien construit et voilà. Bien. Alors, on va continuer la vidéo. Avant de continuer, j'aurais une question, s'il te plaît. Ouais. Sur le commentaire, il utilise toujours le terme pasteur. Pourquoi est-ce qu'il emploie le terme pasteur et il le met toujours en minorité? J'ai pas bien compris. Pourquoi il fait quoi? Sur la vidéo, il utilise toujours le terme pasteur comme des minorités et tout. Je voulais savoir pourquoi le terme pasteur. Est-ce que ça signifie vraiment des pasteurs des religieux ou bien... Non. C'est pasteur, c'est ceux qui élèvent du bétail. Si tu veux l'idée, il part du principe que pour déstabiliser l'Afrique, il faut d'abord, dans un premier temps, en fait, il faut créer des couches conflictuelles. La première couche conflictuelle qu'ils utilisent pour opposer les Africains les uns aux autres,
c'est les pasteurs, c'est-à-dire donc ceux qui sont nomades, qui se baladent avec leur bétail pour les faire paître, d'accord? Il faut opposer les pasteurs aux cultivateurs, c'est-à-dire aux sédentaires. Il faut opposer les nomades aux sédentaires, d'accord? Et dans le schéma colonial de déstabilisation et de création de conflits en Afrique, les pasteurs sont soutenus par les Occidentaux. Les pasteurs, c'est souvent des Peuls, c'est souvent des Touaregs, d'accord? Donc eux, ils vont venir expliquer ils vont expliquer aux Touaregs, ils vont expliquer aux Peuls, comme d'ailleurs Bernard Lougan nous l'a dit lui-même, que autrefois c'était les pasteurs qui étaient les maîtres des terres, qui aujourd'hui ont été envahis, il a dit lui-même, par des peuples venant du sud. Est-ce que tu comprends? Très bien, ça rejoint d'ailleurs, là, ça rejoint l'histoire entre les outils et les outils, parce qu'on avait aussi, à la base, c'était aussi justement des éleveurs et des agriculteurs. Oui, mais qui vivaient ensemble depuis plus de 20 000 ans, sans aucun problème. L'harmonie, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui fait partie intégrante, qui fait partie de l'identité négro-africaine. Je suis désolé, si on est capable de vivre dans un pays comme le Cameroun avec 280 peuples qui vivent sans qu'il y ait de guerre interculturelle, je vois pas pourquoi être pasteur, c'est pas une identité, c'est un métier. Qui n'a jamais changé de métier dans sa vie? Ben, on a tous changé de métier à un moment donné. Donc lui, en fait, eux, ils se servent de ça. Donc si tu veux, ça, c'est une des premières couches qui leur sert d'argument déstabilisateur sur le continent africain. Quand ils veulent semer la zizanie, ben, ils utilisent quoi? Ben, ils utilisent les pasteurs, d'accord? Donc les nomades contre les sédentaires, c'est-à-dire les éleveurs d'animaux contre les agriculteurs. Et ils vont maintenant fabriquer une espèce de réalité historique mensongère pour emmener ces deux catégories de peuples à se mettre sur la gueule. Voilà. Et en fait, et souvent même, c'est totalement mensonger parce que au Rwanda, les Hutus et les Tutsis se mariaient entre eux. Ils n'ont jamais eu de problème tel que évoqué par les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui sont venus fabriquer de toutes pièces des histoires qui n'existaient pas au Rwanda. Et c'est les Occidentaux qui eux-mêmes ont exécuté le massacre. C'est pas des Noirs qui tuent des Noirs. Si on était capable de s'entretuer à ce niveau-là en Afrique, comme on l'a vu au Rwanda en 94, pourquoi on ne l'a jamais vu l'équivalent du Rwanda ailleurs? Pourquoi on n'a jamais vu en Afrique l'équivalent du Rwanda ailleurs? Qu'est-ce qu'il y avait au Rwanda pour que ce massacre ait pu avoir lieu? Bah, il y avait des Occidentaux, mon frère. Il n'y a jamais eu de génocide rwandais. Les tueries qu'il y a eu au Rwanda sont l'œuvre des Occidentaux eux-mêmes. Je répète, parce que si l'homme noir était capable d'événements comme celui qu'on a vu au Rwanda, bah je peux vous garantir qu'on le verrait ailleurs, pas qu'au Rwanda. Pourquoi on ne voit pas ça ailleurs? Pourquoi avant le Rwanda, on n'a jamais vu ça? Et pourquoi après le Rwanda, on n'a jamais vu ça? Bah, tout simplement parce que le Rwanda, les exactions qu'il y a eu là-bas ne sont pas le fait de populations noires. C'est les Occidentaux qui font ce genre de choses. Il n'y a qu'à regarder la Palestine, vous comprendrez. Ok? Ce que je viens de poser là est ce qu'on appelle un raisonnement logique. Hein. Ok, merci. Voilà. Parce que si massacrer des gens comme ça faisait partie intégrante de nos cultures, bon, on le verrait ailleurs. Hein. Vous pensez pas? On le verrait dans d'autres pays africains. Bien, alors Monsieur Bouba, vous avez la parole. Bien, on va écouter encore 5 minutes
Et on aura fini pour la première partie de ce live. Et on fera la deuxième partie sur le compte principal dans 2 jours. On y va. Car l'islamisme n'est pas le problème. Ce n'est que la surinfection de la plaie ethnique millénaire. Imaginons demain que tous les groupes islamistes soient détruits, tous. Il y aura toujours les Touaregs et les Bambara qui seront en rivalité pour le sol. C'est faux. Voilà, il vient de mentir. Alors, monsieur Tigan, on vous écoute. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi tu mélanges l'islam et les arabes? C'est ça que je voulais savoir. Pourquoi tu pries en arabe? Hein? Pourquoi tu pries en arabe? J'ai pris en arabe parce que le Coran est devenu en arabe. D'accord. Descendu en arabe. Et donc, toi, tu considères que la langue arabe n'appartient pas aux Arabes, c'est ça? Non, le Coran est descendu à la langue arabe, mais le Coran n'appartient pas aux Arabes. D'accord. Alors, pourquoi ta terre sainte est en Arabie Saoudite si l'islam n'a rien à voir avec les Arabes? Non, l'islam, non, moi, je connais le Coran. Je n'ai rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Tu sais pas aller prier à la Mecque, non, je n'ai rien à voir là-bas. Non, mais attends, Elder, dis-moi, il y a combien, quel est le pourcentage de musulmans qui vont prier à la Mecque chaque année? Combien de musulmans considèrent la Mecque comme le lieu 2 millions qui partent prier à la Mecque. Combien de musulmans considèrent la Mecque comme le lieu saint de l'islam? 90%. Et toi, tu dis que... Et toi, tu viens nous dire que l'islam n'a rien à voir avec les Arabes? Non, mais voilà, c'est ça. Moi, je vois que tu mélanges l'islam et les Arabes. Les Arabes, il y a des Arabes qui sont chrétiens, il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans, il y a beaucoup des Arabes. Alors, quel est le pourcentage d'Arabes qui sont chrétiens? Vas-y, dis-moi. Non, là, je ne connais pas, mais je sais que c'est un peu beaucoup. Là, tu ne connais pas, mais tu devrais en connaître. Égypte, en Tunisie. Mais monsieur, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que... Bon, il y a du bruit autour de toi. Tu peux t'éloigner du bruit ou pas? Attends, une minute, je m'éloigne un peu. Là, tu m'entends bien? Ouais. Là, c'est bon? Ouais, là, c'est mieux. Donc, si j'ai bien compris... Si j'ai bien compris, tu pries en arabe. Tu pries en langue arabe. Mais l'arabe n'a rien à voir avec le peuple arabe, c'est bien ça? Non, pas avec les peuples. Nous, le Coran, c'est descendu en arabe. Donc, oui, si mais est-ce que la langue... Attendez, monsieur. Quels sont les peuples sur Terre qui parlent la langue arabe? Vas-y. Les Arabes. Les Arabes. Et donc, toi, tu pries en arabe, mais en même temps, tu dis que ça n'a rien à voir avec les Arabes. C'est ça? Moi, j'ai pris seulement en arabe. Attends, je vais mettre une minute seulement. Excuse-moi. En fait, Fétiche Daoud, partout là, je parle, il y a bruit quoi. Comme je suis dans une boutique quoi, tu vois. Non? Mais si tu m'arrives à m'entendre comme ça, je peux parler. Non, j'arrive à t'entendre. Moi, la question que je voulais te poser. Ok, je t'écoute. Hein. La question que je voulais te poser, c'est... Il y a combien de peuples sur Terre, en dehors des Arabes, qui parlent la langue arabe? Il y a combien de peuples qui parlent l'arabe qui ne sont pas des Arabes? Qui ne sont pas des Arabes? Beaucoup. Beaucoup, c'est pas un chiffre, mon frère. Beaucoup à peu près 2 millions, 3 millions, 4 millions, jusqu'à ça part comme ça. D'accord, mais est-ce que tu sais qu'on est 9 milliards d'êtres humains sur Terre? Oui, 9, mais bientôt 10 milliards. Ah, mon frère, je vais te poser une question.
Tu as plus de 25 ans ou tu as moins de 25 ans? Non, j'ai plus 28. Tu as accès à Internet, n'est-ce pas? Oui, j'ai accès à Internet. D'accord. Explique-moi pourquoi, si l'islam n'a rien à voir avec les Arabes, pourquoi ton prophète, il était à la Mecque et à Médine? Non, les prophètes, en fait, ils étaient envoyés pour nous les musulmans, pour nous faire comprendre, voilà le Pourquoi? Coran, voilà ce qui Ma se passe, question, ce voilà. n'est pas ça. Ma question, c'est pourquoi le prophète était à la Mecque et à Médine? Pourquoi il n'était pas à Pékin, à Shanghai? Pourquoi il était que chez les Arabes, mon frère? Mais il est sorti là-bas, les prophètes. Chaque peuple a son prophète. Chaque peuple a son prophète. Mais lui, il est sorti dans les Arabes. Mais le prophète, il est sorti chez les Arabes, donc il n'est pas sorti du Sénégal. Non. Bon, bah alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les Arabes? Mais moi, de manière que je vois, tu parles là, c'est comme si nous avec les Arabes, nous on prend les Arabes, on laisse tout le monde, quoi. C'est pas comme ça, le Coran. Mais non, moi par exemple, tu peux pas me prendre. Moi, je te pose une question qui est simple, d'accord, qui est très simple, ok? Vous parlez arabe. Dieu ne comprend que l'arabe, c'est ça? Dieu, il parle pas les autres langues? Non, Dieu parle que toutes les langues. Il entend tout. Il parle toutes les langues. Alors pourquoi il te demande de le prier en arabe? Ouais, il me demande de prier en langue, c'est son droit comme ça. Il m'a demandé de prier en arabe. Mais quand j'ai fait mes doigts, Monsieur, non, tu n'as jamais parlé à Dieu, Dieu ne t'a jamais parlé. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais voilà, le Coran est là, Mais non, mais le Coran, mais attends, qu'est-ce qui te prouve que le Coran vient de Dieu? Parce que je le lis, j'ai compris que ça vient de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui t'a convaincu dans le Coran que ça venait de Dieu? Dis-moi. Qu'est-ce qui m'a convaincu que moi, si comment Dieu explique qu'il a créé l'homme, et puis comment il a créé les cieux, la terre, tout ce qui est autour de ça. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi tu n'es pas juif? Je ne suis pas juif. Comment ça, j'ai pas compris? Pourquoi tu n'es pas juif? Parce que Dieu m'a créé un Mais non, mais Africain, parce que si tu veux, je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer. Tu as dit que tu es musulman, n'est-ce pas? Tu as dit que je suis musulman 100%. Oui. Tu as dit que le Coran t'a convaincu parce que dans le Coran, Dieu explique comment il a créé la terre, comment il a créé le ciel et tout ça, n'est-ce pas? Voilà. Tu m'as bien compris. Voilà, d'accord. Mais est-ce que tu sais que le même texte que tu as dans le Coran, sur la création de la terre, sur la création du ciel, c'est le même texte qu'on a chez les Juifs? Non, c'est pas le même. Non. C'est exactement le même. Non, alors, les Juifs, le Coran dit que les Juifs, pour eux, ils ont mélangé toutes les choses. Pour eux, c'est pas vrai. Non, monsieur, attendez, 2 secondes. Adam et Ève, c'est dans le Coran ou pas? C'est dans le Coran. D'accord. Est-ce que tu sais qu'Adam et Ève, Adam c'est juif, Ève c'est un non-juif? Non, ça, il y a pas quelqu'un qui va confirmer ça. Non, juif, mais, non, juif, il y a personne. Les juifs, le prénom Adam, c'est chez les juifs, mon gars. En 2026, les gens qui s'appellent... Oh, laisse-moi parler 2 secondes, putain. Mais tu peux pas prendre des notes et aller vérifier ce que je te dis? C'est quoi? Pourquoi vous êtes toujours butés comme ça, les musulmans? Tu as déjà vu un arabe qui s'appelle Adam? Est-ce que tu as déjà vu un musulman qui s'appelle Adam? Réponds-moi. Oui, Adam, c'est Adam. Il y a musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Adam. Non, j'ai pas dit Adama. J'ai pas dit Adama. J'ai dit Adam. Adam, c'est comme si tu dis Mohamed, Mahamadou, Mahmoud, Mohamed, monsieur, Ahmed. C'est comme ça, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Putain, et c'est incroyable. Non, faut arrêter de dire putain là. Faut arrêter de dire putain, mon frère. Mais mon gars, tu as 28 ans, je parle pas avec un enfant. Mais je sais, mais tu me dis putain, tu comprends, je suis là de suivre, tu es un grand frère. Moi je t'explique, attends, je t'explique un truc. Non, tu es un homme, moi je suis pas ton grand frère. Si j'étais ton grand frère, tu serais pas dans l'islam. Parce que chez nous là, on oblige les petits frères à se servir de leur cerveau. Moi je suis en train de t'expliquer des trucs. Toi, au lieu d'essayer de comprendre ce que je suis en train de te dire, tu es en train de te buter parce que tu veux protéger l'islam. Moi, je ne te demande pas de protéger l'islam. Je te demande de te servir de ton intelligence.
Sers-toi de ton intelligence. Arrête de te servir du Coran. Putain, Dieu t'a mis un cerveau, mon gars. Il a pas mis dans ton crâne un Coran, il a mis dans ton crâne un cerveau. Sers-toi de ton cerveau. Si Dieu ne voulait pas que tu réfléchisses, il t'aurait pas donné de cerveau. Respecte Dieu quand même. Mais vous, là, à chaque fois qu'on discute avec vous, le Coran a remplacé votre cerveau. Mais dans ce cas, pourquoi Dieu t'a mis un cerveau? Adam, c'est un prénom juif. Ève, c'est un prénom juif. C'est comme Stéphanie, c'est un prénom chrétien. Claude, c'est un prénom chrétien. Pierre, c'est un prénom chrétien. Toufik, c'est un prénom musulman. Abdel Mahmoud, c'est musulman. Adam, c'est juif. Donc si dans ton Coran, il y a Adam et Ève, qui étaient les premiers hommes, alors je comprends pas pourquoi tu es chrétien. Pourquoi tu es musulman? Tu devrais être juif. Parce que Adam, c'est juif. C'est tout. C'est logique, ça. Ton cerveau, normalement, il valide ça. Maintenant, si tu refuses à ton cerveau de travailler, reste dans le Coran. Comment on appelle ça? Les musulmans vont dire Adama. Mais Adama, c'est pas Adam. La prononciation Adam, c'est juif. La preuve, c'est que les musulmans veulent mettre Adama. Parce qu'il faut islamiser Adam. Mais Adam, lui, il n'est pas islamisé. Sinon, on dirait pas Adama, on dirait Adam. Parce qu'en langue arabe, on peut prononcer Adam. Pourquoi ils ne prononcent pas Adam? Pourquoi ils mettent Adama? Parce que Adam, c'est juif. Et Adama, c'est musulman. Mais dans ton Coran, le premier homme, selon votre livre là, il s'appelait Adam, dont il était juif. Donc je ne sais pas pourquoi, si Dieu a créé le premier homme juif, pourquoi toi, tu es musulman? Étant donné que le premier homme était juif. Ève, chez les musulmans, ça n'existe pas. Ève, c'est juif. Le prénom Ève, moi j'avais des collègues de travail juives qui s'appelaient Ève. E-V-E, c'est juif. Et tu ne trouveras pas une femme chez les musulmans qui s'appelle Ève. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ben oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gars, et c'est tout le problème de l'islam, c'est que on a l'impression que le Coran vous interdit de vous servir de votre cerveau. Tu es pas bête, mon frère. Si tu étais bête, tu serais pas monté. Si tu étais bête, tu serais monté pour m'insulter. Tu es monté pour poser des questions. C'est la preuve que tu es un homme intelligent. Maintenant, par rapport aux réponses qui te sont données, il faut pas à chaque fois mettre le Coran comme un bouclier. Moi, je parle à ton cerveau, j'attaque pas ton corps. Donc ton cerveau, là, il doit écouter ce que je dis et réfléchir, et même aller faire des vérifications. Monsieur Tiga, vous avez la parole. Ok, merci. Quand je t'avais dit que tu es mon grand frère, c'est pas à propos de quelque chose. Quand je dis que tu es mon grand frère, tu es âgé que moi, c'est ça seulement. Sinon, tu peux pas me dire que je suis un homme, ça c'est pour mettre de côté. D'autres choses là, moi je te dis que le Coran là, quand j'ai mis le Coran à toutes les réponses, ça veut dire que je peux pas contredire. Si tout ce que tu vois là, tu vas aller te faire les recherches, tout ce que tu fais, si tu viens, tu vas trouver que le Coran il a déjà dépassé ça. Là, si tu as compris. Et puis toi, tu peux prendre le Coran et montrer que voilà. Attends, j'arrive quand tu as parlé, j'ai pas parlé. Tu peux pas prendre le Coran et me dire que voilà, ça c'est faux, et ça contredit la réalité. Tu peux pas, si tu veux, il faut me sortir un surat, n'importe quoi, il faut me montrer que ça contredit la réalité. Le Coran n'est jamais interdit la réalité. Et si tu lis le Coran, tu vas comprendre. Il n'y a pas ça. Moi, je ne suis pas devenu musulman comme ça, bête comme ça, je me sens, non, je comprends bien. Pourquoi ici, je suis sur la terre, assis à ma mort, après ma mort, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vois les gens meurent, ils ne reviennent plus. Donc, il y a quelque chose. S'il n'y a pas la mort, il y a la résurrection, les gens devraient revenir. Tout ce que je comprends. Il y a le temps, il y a tout. Dieu nous a tout expliqué. Bon, moi j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Ok. Est-ce qu'il est vrai qu'en islam, Dieu offre 72 vierges au paradis? 72, non, ça je suis pas au courant. T'es pas au courant? Ok. Est-ce qu'en islam, il est autorisé de marier les filles qui n'ont même pas de règles? C'est-à-dire des filles qui jouent à la poupée? Non, bon, je peux te répondre en une phrase ou bien comme ça, oui ou non? Non, tu peux me répondre en une phrase. Réponds-moi comme tu veux, comme ça t'arrange.
Bon, le mariage en islam, ça dépend de la famille, ça dépend pas de quelqu'un, ça dépend de la famille. Parce que moi, par exemple, moi, je te prends mon ethnie. Moi, je suis un Toubou, tu vois. Par exemple, moi, avant même que la personne va mettre son enfant en naissance, mon père, il peut aller dire que une telle personne, si tu trouves une fille, je vais le marier à mon fils. Tu vois, non? Ça existe, ça appartient à la famille, ça appartient pas à l'islam, ça regarde pas l'islam. L'islam va te dire que si tu la maries, voilà ce que tu vas faire. Mais là, ça regarde pas l'islam. Tu peux marier comme tu veux. D'accord. Est-ce que le Coran, je repose ma question, est-ce que le Coran autorise le mariage des enfants qui jouent à la poupée, qui n'ont même pas atteint la puberté? Est-ce que le Coran l'autorise? Ah, brave. Non. Bah, Fétiche, pardon, excuse-moi une minute. Alors les gars, il faut que je vous fasse une confidence. Hier, j'ai acheté des ananas au marché ici au Mozambique. Excuse-moi, voilà, il y a les boulots qui m'appellent, mon frère. Je suis désolé, mais je peux revenir après. Pas de problème. À l'occasion, ouais, pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai acheté au marché hier des ananas, les gars. Des ananas, je sais pas comment on dit. Je vous jure, j'ai jamais mangé des ananas aussi bons de ma vie. Moi, l'ananas, avant, c'était un fruit que j'aimais bien. Mais quand tu manges un ananas, tu as toujours des espèces de brûlures un peu autour des lèvres, la gorge, la bouche. Enfin, c'est un espèce de sentiment un peu bizarre. Mais là, je peux vous garantir que... Waouh! C'est la magie, en fait, l'ananas. Mais il suffit de ne pas vivre en Occident. Là, je suis en train de me taper un truc. Bon, ma femme, elle dort. Si je lui laisse pas sa part, je suis mort. Là, je vous jure, c'est ce fruit, en fait. C'est un truc de dingue. Il n'y a aucune once d'acidité dans l'ananas que je suis en train de me taper pendant que je faisais discuter avec le frère. L'Afrique, c'est la magie. C'est vraiment la magie. Bon. Je sais pas combien de temps de live nous avons fait, là. Je sais pas. Il me reste 32% de batterie. Je pense qu'on va faire pause, là. Nous sommes à 9 minutes 53 sur 31 minutes, sur une vidéo de 31 minutes 17. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va faire un résumé de ce que nous sommes en train d'apprendre. Alors, je sais pas si déjà quelqu'un veut réagir. Bip bip, mon frère, ça faisait longtemps, comment vas-tu? Ouais, bonjour Fétiche, bonjour le panel, bonjour tout le monde. Non, moi ça va, hein. Écoute, moi je suis toujours là, hein. Je ne monte pas beaucoup, un peu trop occupé en ce moment, mais j'écoute tous mes lives. Donc, j'apprends toujours comme d'habitude, et surtout c'est toujours bien déguiser ses armes. Et quand je parle déguiser ses armes, c'est toujours de suivre les lives où on apprend quelque chose, que ce soit à travers les interventions des uns et des autres ou le sujet du live. Donc, non, moi ça va. Sur le sujet très pertinent, comme d'habitude, hein, comment manipuler les Africains, et on sait très bien par où ils ont l'habitude de passer, nos ennemis habituels, nos ennemis empiriques, hein, parce que cette histoire-là, ça dure depuis belle lurette. Et donc, il serait temps que nos frères arrêtent de se faire manipuler non seulement par les médias mensonges, qu'ils aient, comment dire, la faculté d'identifier ou de savoir comment se renseigner, ou dénicher les sources, corroborer les sources, parce que très souvent, un mensonge n'est pas suffisamment corroboré, sauf quand vous vous adressez aux presses occidentales comme France 24, RFI, etc., ceux qui
passent leur journée biberonnée à BFM TV et CNews. Non, si c'est votre seul canal d'information, il serait temps d'arrêter. Donc, le mieux, généralement, c'est de lire. D'accord? Et dans le groupe des fétiches de guerre, vous avez de tout. Vous avez de la documentation sur la géopolitique, sur l'histoire, sur l'esclavage. Vous avez même des vidéos, de très bonnes vidéos, des analyses, même des chaînes YouTube, grand angle, etc., qu'il faut suivre. D'accord? Donc, non, il faut savoir comment s'informer. Et beaucoup de nos frères, hein, je me suis rendu compte à travers les lives que je suis, beaucoup de nos frères ne savent pas comment s'informer. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une information sans pour autant la vérifier, ou la vérifier, mais pas de façon pertinente, pas de façon efficace. Donc, il faut savoir qu'une bonne source est corroborée, d'accord, doit être fiable et doit être multiple aussi. C'est-à-dire que vous devez avoir d'autres sources différentes qui viennent valider l'information que vous avez. Et les religions abrahamiques, n'en parlons même plus. C'est clair et net que pour moi, c'est le premier danger de notre peuple. Ça, Merci pour moi, beaucoup. c'est clair et net. Merci Bibi. Merci bien. Alors, Monsieur Resto, Resto. Ouais, fétiche. Bonsoir. Bonsoir. Billy. Vous avez suivi le live depuis le début ou pas? Ouais. Je voulais juste dire deux ou trois phrases sur votre discussion par rapport à Taïga. Moi, je voulais... Billy, bonsoir. En fait, quand je l'ai écouté, il y avait une question pertinente qu'on lui a posée concernant la religion musulmane pour les Arabes, et il est en train de contester pour dire que non, c'est pas pour les Arabes. Il y en a beaucoup de personnes qui pensent ainsi, mais la question qu'il faut se poser, si c'est pas pour les Arabes, pourquoi dans le Coran il n'y a pas le nom de vos ancêtres, et toutes les personnes qui ont écrit le Coran, vos ancêtres n'ont pas contribué? Ça, c'est un. De deux, tu as raison quand il dit que Allah a dit qu'il a envoyé à tous les prophètes. Oui, Sourate 14, verset 4. Nous avons envoyé tous les messagers dans la langue de son peuple. Donc, la question principale, il est où votre messager qui parle votre langue? Le messager noir africain, il est où? Donc, ça veut dire qu'Allah a menti. Ça, c'est un. De deux, moi, il y a une stratégie que ceux qui disent que la religion musulmane n'est pas pour les Arabes, mais en acceptant que les Arabes sont méchants, comment se fait-il que, je vais finir là-bas, comment se fait-il que quelqu'un qui ne vous aime pas sur cette terre, qui ne veut pas vivre avec vous ici, qui ne veulent pas que vous vous mariez avec leurs enfants, leurs femmes, tout, comment se fait-il que subitement, les mêmes personnes viennent vous aider gratuitement pour aller vivre dans un paradis? Il faut être con pour accepter ça. Je ne veux pas vivre avec toi ici. Je ne veux pas que tu touches nos femmes, nos enfants. Mais les femmes qui se trouvent dans leur paradis, là, c'est les mêmes femmes. Mais je vais t'aider gratuitement, te donner des mosquées, des courants gratuits, pour aller vivre là-bas ensemble. Mais ici, non. Je vais finir là-bas. Il faut être con pour croire à ces choses-là. Merci, fétiche. C'est juste qu'ils sont désinformés. Alors, Monsieur Wouri, vous avez la parole. Bon, c'est juste, moi je disais que le grand resto a dit pour la langue. Donc il a parlé de la langue. Ça, tous les envoyés qu'il a envoyés, il envoie sur la langue de la personne. C'est pas seulement le prophète ne sont pas que des Arabes et des Juifs. Il y a eu beaucoup avant. Seulement,